Les dossiers de sous l'arbre palabre. Les dossiers de sous l'arbre palabre consacrés à l'heure politique, comme une fois chaque dimanche par mois, nous consacrons les dossiers, donc 1 heure de l'actualité. Aujourd'hui, malheureusement, nous avons pris un peu de retard, mais nous allons consacrer l'actualité aujourd'hui à la crise politique en Guinée. Nous recevons comme invité aujourd'hui, nous avons Alpha Baldé, analyste politique. C'est un profil un peu différent de ceux qu'on a l'habitude de recevoir à l'antenne de Sous l'arbre palabre, mais ce sera quand même, je pense, un invité de qualité que l'on aura aujourd'hui. Nous aurons également Chérif Ly, responsable cellule communication du FNDC, du Front National de Défense pour la Constitution en Guinée. Et nous aurons aussi le coordinateur du FNDC en Belgique, Moudjitaba Bari, avec son bonnet Cabral, sur le point de résister, n'est-ce pas, à la modification de la Constitution. En guise de rappel, après une trêve de quelques jours pour enterrer ses morts, 3 manifestants ont été tués, je rappelle, lundi 13 et mardi 14 janvier, 20 au total depuis le début des manifestations en octobre. L'opposition guinéenne a remis le couvert le 21 janvier en appelant ses militants à reprendre du service dans la rue dans le cadre de la mobilisation massive et illimitée qu'elle a lancée pour faire barrage aux velléités de modification constitutionnelle du président Alpha Condé, qui souhaite ouvrir les portes d'un 3e mandat à la tête de l'État. Cela en pleine campagne électorale pour les législatives du 16 février prochain, qu'elle a du reste décidé de boycotter en signe de protestation d'une part, et dont elle se promet d'empêcher la tenue d'autre part. La situation augure d'un regain de tension dans ce pays, où les manifestations de rue ont tendance à se terminer presque toujours dans le sang. Pour la première question, je l'adresse d'abord à M. Chérif. Comment réagissez-vous face à l'annonce prochaine d'une date pour le référendum pour la Constitution guinéenne? Bonsoir. Donc, je vais d'abord revenir dans votre présentation. Oui. Je ne suis pas responsable de la communication du FNDC Guinée, mais plutôt je suis membre de l'équipe. Voilà, responsable dans la cellule de communication et adjoint ici en Belgique dans la cellule de communication. Donc, par rapport au couplage du référendum et des législatives en Guinée, vous savez bien, je ne sais pas si vous avez suivi un peu comment les enrôlements des électeurs se sont passés en République de Guinée. Donc, on sait bien que les élections du 16 février n'auront pas lieu. C'est du bluff. Premièrement, je dirais que c'est du bluff, parce que M. Alpha Condé, il est en train de tester les Guinéens aujourd'hui. Il est en train de tester les Guinéens. Il est en train de voir nos limites. Il est en train de voir jusqu'où le FNDC, le Front National pour la Défense de la Constitution, va aller. Il sait bien que depuis la création et le lancement de ce mouvement, le FNDC, le 3 avril 2019, que depuis la création, nous avons d'abord cherché à dissuader, informer, sensibiliser. Nous sommes allés aux manifestations seulement le 14 octobre 2019. Mais depuis le 14 octobre 2019, M. Alpha Condé cherche simplement à nous tester. Il veut savoir nos limites. Mais cette fois-ci, ce qu'il n'a pas compris, parce que ce n'est pas autant M. Alpha Condé, c'est surtout son clan, c'est surtout son entourage qui veut l'induire en erreur. Parce que M. Alpha Condé, à 83 ans, il sait qu'il ne peut pas faire un 3e mandat. Physiquement, il ne peut même pas tenir. Mais aujourd'hui, on a vu Abdelaziz Bouteflika briller 5 mandats en Algérie. En Guinée, on ne va pas laisser M. Alpha Condé. On ne va pas laisser M. Alpha Condé en Guinée sur une chaise roulante diriger la Guinée. Aujourd'hui, déjà. C'est ce que Bouteflika faisait. Hein, oui, mais en Guinée, ce n'est pas possible. M. Alpha Condé, lui-même, il sait que ce n'est pas possible. Il sait qu'aujourd'hui, le peuple, le seul souverain, est révolté et ne veut pas d'un 3e mandat. Maintenant, le problème pour M. Alpha Condé, c'est qu'il n'a pas préparé de relève au sein de son parti politique. Parce qu'il pensait que les Guinéens étaient si manipulables que ça allait être très facile, qu'il allait pouvoir passer facilement face à l'opposition. Mais aujourd'hui qu'il voit que la société civile, que les syndicats, que les artistes, que toutes les personnes qui, dorénavant, qui étaient neutres dans le débat politique, se sont impliquées.
Moi, je viens de cette partie-là, des personnes qui n'étaient pas dans le débat politique, qui viennent aujourd'hui dans ce débat politique. Et donc, le couplage, c'est tout simplement du bluff parce que les élections n'auront pas lieu le 16 février. Ça, on le sait tout simplement parce que le fichier, il ne reflète pas la réalité. En Guinée, statistiquement, il faut savoir que les jeunes de 0 à 15 ans représentent 45% de la population guinéenne. Et aujourd'hui, le fichier électoral que nous avons nous dit qu'il y a plus de 60% des Guinéens qui sont en âge de voter. Donc, il y a déjà une contradiction totale qui est là. Et donc, M. Alpha Condé sait pertinemment que ça ne passera pas. Il cherche une négociation. Nous n'irons pas à la négociation. Nous n'allons pas négocier avec des putschistes parce qu'ils tentent un coup d'État. Le coup d'État, il doit renoncer à ça avant une quelconque négociation. Très bien. Monsieur Baldé, je viens à vous. J'entends ici que le peuple guinéen est souverain. Est-ce bien le cas en Guinée ou dans d'autres pays africains? Je vais bondir sur sa question parce qu'il parlait tout de suite de la Constitution. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, moi je pense que le débat il a été complètement déplacé. Parce que en fait le Guinéen lui-même a besoin d'un changement, c'est clair. Mais les changements qui doivent se faire sentir dans la société en fait. Parce qu'aujourd'hui les politiques ont pris le peuple en otage. Que ce soit du parti, que ce soit du côté présidentiel ou du côté de l'opposition, il y a un débat qui a été déplacé. Pour moi, le débat, c'est vrai que la Constitution, c'est une chose qu'on doit garantir, c'est une chose qu'on ne doit pas changer. La Constitution, on doit respecter les tests pour qu'un pays avance. Mais avant cela encore, il faut revenir sur, je vais dire un petit peu sur l'évaluation de ce qui a été fait. Parce que c'est ça, le pouvoir passe sur vraiment un volet qui ne veut pas évaluer son bilan parce qu'ils savent qu'ils ont un bilan négatif, ça c'est clair. Mais aussi, ce qui se passe, c'est que ces opposants qui sont aujourd'hui là, ont un bilan qu'ils n'ont jamais voulu présenter. Parce que moi, je ne suis d'aucun bord politique. J'essaie toujours de ramener la situation au niveau et dire, parce que moi, j'avais envoyé une tribune à Espace FM pour décrisper la situation politique en Guinée. Il va falloir penser au long terme. À chaque 5 ans, nous avons 2 ans de crise et 2 ans de travail. Et cela ne va pas. À chaque fois, ça revient, c'est toujours les mêmes qui reviennent et puis c'est à la case départ. Moi, je pense que il va falloir étendre le débat et essayer vraiment d'avoir un maximum de gens qui rentrent dans ce débat. Ce que vous me dites, c'est que l'avenir de la Guinée ne se retrouve pas dans les élections. Non, l'avenir de la Guinée ne se retrouve pas dans les élections. D'accord. Pour moi, l'avenir de la Guinée se retrouve dans un débat consensuel. C'est-à-dire aujourd'hui, le débat ethnique, le débat politique est déplacé au débat ethnique. Le Guinéen n'a plus sa place. Maintenant, c'est la région qui a sa place. On parle plutôt d'ethnie que de pays. Et ça, c'est très grave. Alors, c'est vrai que dernièrement, à chaque crise politique que l'on a en Guinée, c'est vrai que les tensions ethniques reviennent au sursaut, atteignent leur pic. Dernièrement, on a même vu Diani Alpha prendre la parole au micro des grandes gueules pour dénoncer un peu le ciblage des Peuls en Guinée. Est-ce que c'est une vraie réalité ou est-ce que c'est une fable qui est racontée aux Guinéens? Malheureusement, c'est une triste réalité. Il y a une menace spécifique au niveau des Peuls. Moi, je ne dirais pas qu'il y a une menace spécifique, mais c'est vrai que l'intervention se fait dans une même zone, dans une zone bien spécifiée, et cette zone est habitée par une communauté, ça il faut le dire. Et c'est ce qui fait aujourd'hui que voilà, le débat est centré sur l'ethnie. Moi, j'avais envoyé, je vais juste donner un exemple, j'avais envoyé, je pense que c'est l'article 21, où je ne suis pas constitué en lutte, mais c'est l'article 21 de la Constitution qui parle de l'élection du président de la République au suffrage universel. J'avais parlé de ça, j'ai envoyé une tribune à Espace FM, je ne sais pas si c'est vraiment l'article 21, je ne suis pas sûr, mais j'avais parlé de ça. Je disais que est-ce qu'on ne peut pas déplacer le problème, c'est-à-dire faut résoudre le problème au lieu de le dépasser, de l'envoyer au niveau de la prémature. Que la présidence de la République soit des personnes sages qui sont choisies par les hauts placés de la, je vais dire, soit de la Cour constitutionnelle, qu'on ramène les élections au niveau de la prémature. Et là, vous déplacez le problème. Mais je ne déplace pas le problème, non. Le pouvoir revient encore pire. Ça ne revient pas pire. Laisse-moi te dire, Ali, aujourd'hui. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire, c'est revenu, c'est une question régionale. Les gens nous refusent de le dire, mais c'est ce qui se passe. Aujourd'hui, on dit que ouais, ma région a eu le pouvoir, c'est l'autre région, c'est mon tour, c'est le tour de Paul et de Pierre. Tu comprends? Ça, c'est un débat qu'on peut éteindre et ramener vraiment le question au niveau, je
je vais dire économique. D'accord. Pour très moi, bien. c'est le vrai débat, c'est le débat économique, ce n'est pas le débat ethnique. Parce que dans ce débat ethnique, il n'y a personne qui gagne. On va passer à Monsieur Barry. Monsieur Barry, vous êtes donc coordinateur du FNDC. C'est Belgique ou Benelux en général? Belgique. Belgique. Oui. Parce qu'en général, quand on est en Belgique, on est souvent coordinateur de Benelux. Pour le moment, c'est la Belgique. D'accord, ça va. Pas le Luxembourg encore, mais ça va arriver bientôt. Alors, la question toujours pour rebondir sur les tensions ethniques, est-ce que c'est une réalité auquel fait face le FNDC en interne et en externe? D'abord, merci pour l'opportunité et bonsoir à tous les auditeurs de la radio Campus Bruxelles. Ben, c'est vraiment une triste réalité. Je pense que on ne doit pas vraiment déplacer le débat, comme mon cher ami a dit tantôt. Le débat doit être vraiment sur la situation de la Guinée, la situation actuelle, la constitution et la lutte du FNDC. Est-ce que la lutte du FNDC est légitime ou pas? Est-ce que toutes les communautés se retrouvent dedans ou pas? C'est ça. Et en vérité... Pour l'instant, c'est le cas. Mais c'est le cas. Mais c'est le cas. Tout le monde se retrouve dedans. Et les manifestations du FNDC sont organisées pas sous l'axe. C'est d'abord à la tannerie, ça c'est dans la commune de Matoto, et jusqu'à Dixine. Et à Dixine, c'est la terrasse. Mais il n'y a jamais eu de mort sur le tronçon là. Jamais eu de mort. Jamais. Et ça, c'est sous l'axe. Je ne vais pas vous apprendre, nous sommes tous des Guinéens, on sait ce qui se passe dans ce pays. Mais essayez de voir ce qui se passe aujourd'hui dans le Fouta. À Zérekoué, ils ont manifesté à Zérekoué. Il y a des manifestations partout. Pour nos auditeurs, qui ne sont pas tous guinéens, malheureusement. D'accord. Le Fouta Djallon, effectivement, région majoritairement habité par les peuples. Par les peuples. Donc c'est ça. Et aujourd'hui, le Fouta Djallon est assiégé par les forces de sécurité. Et ils ont brûlé des marchés. Ça, c'est visible. C'est sur les réseaux sociaux, tout le monde a vu. Donc vraiment, c'est communautaire. La lutte du FNDC, ce qu'il faut dire aux gens, la lutte du FNDC, ce n'est pas une lutte politique. J'ai entendu l'analyse politique dire qu'il n'est pas dans un parti politique. Et c'est comme moi aussi, je ne suis pas dans un parti politique. Mais d'ailleurs, l'initiative vient de la société civile. Mais vous avez appartenu à des partis politiques par le passé. Bien sûr, par le passé. Mais maintenant, dès lors que je ne me retrouve pas dans la politique guinéenne, la politique qui est menée dans le pays, je suis libre de rejoindre la société civile pour mener dignement le combat. Donc c'est pourquoi nous sommes dedans. Mais l'ethnostratégie imposée par Alpha Condé, ils ont vu depuis 2010, Alpha Condé a fait sa campagne. En 2010, il n'est pas allé au Fouta. Il n'est pas allé au Fouta, il est allé dans toutes les autres régions, il n'est pas allé au Fouta. C'est là-bas que moi, personnellement, j'ai commencé à comprendre que le monsieur a une autre intention. Ce n'est pas parce qu'il est ethno, mais c'est de l'ethnostratégie. Diviser les gens, il fait exprès pour abattre le peuple. Parce qu'il sait que personne ne va accepter qu'on tue tes parents, et même si... Ce n'est pas une question politique. Ce n'est pas la politique. On ne peut pas toucher à tes parents. Vous avez vu les vieux qui ont été frappés. Mais il faut se mettre à la place des enfants de ce vieux. Quand tu vois ton papa, on est en train de lui trimballer dans la rue, un jeune soldat, parce que juste le vieux est peur, parce que c'est ça. Il n'était pas dans les manifestations, il partait à la mosquée. Si vous nous dites que Alpha Condé fait de l'ethnostratégie, comment vous répondez face à cette ethnostratégie? Non, on ne répond même pas à ça. Nous sommes dans la lutte du FNDC. Alpha Condé, s'il a des adversaires, c'est peut-être des adversaires politiques qui sont dans les partis politiques. Nous, le FNDC est composé des acteurs de la société civile et puis des partis politiques. C'est normal. Maintenant, tout ce que nous on compte faire dans cette situation, c'est de dire à tous nos compatriotes de ne pas céder aux intimidations ou à la manipulation, dire que par exemple il y a les peuples qui sont allés brûler les voitures à la casse ou les maniqués sont allés faire ça, c'est du mensonge. Nous on a appelé des gens au Fouta pour dire ne touchez pas les maniqués, il faut les sécuriser parce que c'est pas ça le problème. Le problème n'est pas entre les ethnies, c'est entre un système et le peuple. C'est ça le problème. Et ça, les gens sont conscients. Je pense à l'analyste Claude Wilfried Ekanga, analyste politique camerounais, qui disait que en Afrique, il y a souvent deux ethnies. Il y a les politiciens et le reste, le peuple. C'est le peuple et le S'il y a une lutte politique, c'est entre les deux. Oui, monsieur Barry. J'aimerais bien rebondir sur cette question parce qu'elle est fondamentale aujourd'hui. Donc, l'ethnostratégie vise tout simplement à essayer, tenter d'isoler l'ethnie d'où est originaire l'opposant principal de Alpha Condé.
Ça n'a rien à voir ni avec la politique réelle de la Guinée, rien à voir avec la lutte du FNDC. Alors certains disent que Cellou Dalein se cache derrière le FNDC maintenant. C'est absolument faux. C'est du pipeau. C'est ce que Damaro a dit dernièrement. Non, c'est absolument faux. Damaro, c'est l'ethno le plus connu de la République de Guinée. Il est ethno, c'est de notoriété publique. Tout le monde sait ça. C'est quelqu'un, d'ailleurs, il ne devrait plus avoir accès au micro en République de Guinée. Parce que cette question ethnique, elle est très importante et elle doit être vraiment traitée avec lucidité, avec intelligence et avec beaucoup de recul. Pourquoi? Parce que en Guinée, on est dans un pays où 60% de la population est analphabète. Et les personnes, Alpha Condé, il a joué sur cette carte. Analphabète ne signifie pas bête. Hein. Bon, analphabète ne signifie pas bête, mais ils ne sont pas allés à l'école et ils croient encore. Vous prenez par exemple au Fouta, c'est l'agriculture, l'élevage et tout ça. Vous allez en Haute-Guinée. Bon, le Fouta, c'est la région où majoritairement les Peuls y vivent. La Haute-Guinée, c'est la région dont moi-même je suis originaire, où majoritairement ce sont des Malinqués, des orpailleurs, où il y a les mines d'or et de diamants et tout ça. Et donc, des personnes qui vivent dans ces milieux ne connaissent rien de la réalité politique. Alpha Condé en 2010... Non, ils connaissent pas. C'est un raccourci vite fait. Voilà, c'est un raccourci vite fait. Monsieur Alpha Condé en 2010, il a essayé de jouer avec l'eau empoisonnée. Oui. L'eau empoisonnée, c'est quoi? Les Peuls sont des commerçants. Donc, il a fait croire que ce sont les Peuls qui ont vendu une eau qui est empoisonnée aux militants du RPG qui venaient réceptionner leurs champions au palais du peuple et que les Peuls avaient l'intention d'empoisonner les Malinqués pour que M. Cellou Dalein soit président. Il a surfé sur ça pour gagner l'élection, en partie l'élection de 2010, parce que les Malinqués en Haute-Guinée ont combattu, chassé les Peuls qui vivaient avec eux depuis 50 ans dans cette région, qui avaient des boutiques, ils ont brûlé leurs boutiques, ils sont attaqués à eux. Ça, c'est de la manipulation politique. En 2010, on s'est dit, M. Alpha Condé, il est désespéré. Il a 74 ans. Il a essayé depuis 1993 à accéder au pouvoir, il n'a pas pu accéder au pouvoir. Et donc, on s'est dit, il veut passer par tous les moyens pour accéder au pouvoir. M. Cellou Dalein a été franchement très sage avec M. Sidia en 2010 d'accepter. Certains pourraient dire que votre présentation est assez cliché. Non, c'est pas cliché. Moi, c'est le polémiste, c'est l'ethnostratège, c'est Dalein. Ce que je vous dis est sincère. Je n'appartiens à aucun parti politique en République de Guinée. Mais vous faites de la politique. Je suis au sein du FNDC. Oui. Je viens de la société civile. Oui. Je viens de la société civile. Je n'appartiens à aucun parti politique. Je n'ai aucun contact avec les responsables d'un parti politique. Mais je suis observateur de la vie politique de la République de Guinée. À cause de cette eau empoisonnée, j'ai décidé d'abandonner complètement la vie politique de la Guinée. Jusqu'en 2018. Quand j'ai eu confirmation que M. Alpha Condé veut d'un 3e mandat en République de Guinée, j'ai décidé de venir vraiment rejoindre les Amou Lanfé, le slogan qui veut dire que ça ne peut pas aboutir, ce 3e mandat, et maintenant devenu FNDC. Mais malheureusement, nous constatons aujourd'hui que M. Alpha Condé utilise la même stratégie, basée sur l'ethnie, faire croire que ce sont les peuples qui sont regroupés au sein du FND, ce qui est aussi faux. Il a essayé cette carte, ça n'a pas marché. Il a essayé la carte de faire croire que c'est l'IFDG qui a changé d'appellation pour devenir FNDC, ce qui est absolument faux aussi. Au sein du FNDC, c'est toute la Guinée. Ce n'est pas du tout un combat d'une ethnie contre une ethnie, ce n'est pas le combat d'une région contre une région, c'est le combat des citoyens épris de paix et de justice contre un clan mafieux qui cherche à tout prix à confisquer le pouvoir. C'est bien que vous utilisez le terme clan mafieux. On va aller sur un autre clan mafieux qu'on appelle en général la communauté internationale. Un vieux sage africain disait, quand on dit communauté internationale, on veut dire les blancs en fait. Donc l'idée c'est quoi? Est-ce que vous faites cette analyse au sein du FNDC qu'il y a une guerre de repositionnement de la France dans la sous-région de l'Afrique de l'Ouest? Donc vous avez d'un côté Alassane Dramane Ouattara qui essaye de rester au pouvoir, même s'il dit à tous les observateurs politiques en fait il ne va pas se représenter, mais si Bédié et Gbagbo se présentent, il va quand même se présenter parce qu'ils sont entre vieux loups et donc ils se connaissent. Et d'un autre côté vous avez Macky Sall, la France perd un peu de ses positions sur le continent africain, c'est connu.
ces positions coloniales ont reculé depuis. Le dernier sommet G5 Sahel l'a prouvé un petit peu. Comment faites-vous cette analyse? Est-ce que, à travers le fait que Alpha Condé reste au pouvoir, c'est aussi la mainmise de l'impérialisme colonial français en particulier sur le continent? Oh, je ne crois pas tout à fait. Même s'il y a eu un acte assez contradictoire avec l'ECO dernièrement, on a vu que quand même la Guinée faisait partie des seuls pays francophones à avoir dit non à l'ECO avec les pays anglophones. C'est du n'importe quoi. Non, on peut quand même souligner quand c'est positif. Je vais vous dire, c'est du n'importe quoi. C'est pas positif. D'accord. Tout simplement. Pourquoi? Moi, je suis venu en Europe, en France particulièrement, pour faire mes études en 2003 à Poitiers. Je suis venu. Mon objectif était de retourner travailler à la Banque centrale de Guinée pour aider la Guinée dans, comment on appelle ça, à atteindre les critères de convergence de cette zone monétaire ouest-africaine. Critères établis par qui? Voilà, les critères de convergence. À l'époque, l'ECO, je vais vous rappeler l'historique de l'ECO. L'ECO, c'était pas d'abord tous les pays de la CEDEAO. Oui. C'était pas tous les pays de la CEDEAO, c'était les pays de la CEDEAO qui n'avaient pas le franc CFA. Comprenez? Parce que la contestation par rapport au franc CFA est beaucoup plus récente. Ah non, non, je veux dire, non, elle est plus récente par rapport. Non, je veux dire, non, le premier Sylvanus Olympus s'est fait assassiner en 63. On veut dire peut-être la vulgarisation de la contestation. D'accord. Mais même cette vulgarisation, elle s'est faite bien avant. Mais on n'a pas attendu Kémy Séba pour le faire. Au départ, pour revenir à l'ECO, au départ, les pays de l'IEMOA n'étaient pas du tout impliqués. Si vous savez l'histoire du WAMI, du West African Monetary Institution, qui est l'institution ouest-africaine, qui est basée au Ghana, c'était plutôt certains pays qui n'étaient pas dans le franc CFA. Alors, aujourd'hui, la Guinée a un problème. La Guinée fonctionne avec la planche à billets. Les critères de convergence, on est très loin des critères de convergence. C'est absolument encore du bluff. M. Alpha Condé sait que l'avènement de l'ECO en République de Guinée, de toute façon, en Afrique de l'Ouest, il ne sera pas là. Il le sait. Donc, d'emblée, il préfère... Parce qu'il sera mort ou... de toute façon, il ne sera pas président parce qu'Alpha Condé, il va partir en 2020. 83 ans. Oui, mais non, en 2020, Alpha Condé, il partira. Son mandat est terminé. Ça, c'est quelque chose que les Guinéens, au sein du FNDC, c'est aujourd'hui quelque chose que nous sommes en train, c'est un combat que nous sommes en train de mener. Il ne sera pas là au-delà de 2020. Et vu que l'économie, l'héritage économique qu'il laisse à la Guinée, n'est pas un héritage qui permet à la Guinée aujourd'hui d'atteindre les critères de convergence pour rentrer dans une telle zone monétaire. Ils cherchent à faire un peu du buzz, dire que la Guinée ne veut pas de ça, c'est pourquoi que la France, parce qu'il a compris que la France n'accompagne pas le troisième mandat. Maintenant, M. Alassane Ouattara, M. Macky Sall, c'est notre débat. Moi, je ne suis pas sûr, personnellement, je ne suis pas sûr que M. Alassane Ouattara va se représenter en 2020. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'était pas, il l'a dit plusieurs fois, il a abordé cette question plusieurs fois, mais vous voyez bien que Soro Guillaume est venu gâcher les plans du RHDP. Donc, il est dans une situation très confuse aujourd'hui. Sinon, M. Ouattara a bien l'intention de mettre quelqu'un à la tête de ce pays pour pouvoir continuer ce qu'il a mis en place. Monsieur Barry, au sein du FNDC, quelle est la lecture panafricaine qui est faite par rapport à Alpha Condé spécifiquement, mais aussi par rapport à la sous-région? D'abord, par rapport à FNDC, nous ne sommes pas satisfaits. Est-ce qu'il y a un jeu d'alliance concrètement qui se fait avec d'autres mouvements politiques de la société civile? Bien sûr, surtout ici d'abord en Europe ici. Et nous sommes en contact avec les autres associations, des Ivoiriens, des Égyptiens, dans beaucoup de pays. Nous avons organisé une manifestation ici le 10 novembre avec beaucoup d'associations panafricaines, et c'était devant la Commission de l'Union européenne. Et puis en plus, la communauté internationale, ne sont pas satisfaits à 100% pour le moment. Des actions d'abord posées par la communauté internationale. Ça, c'est d'abord la CEDEAO qui a fait des déclarations mais qui ne sont pas fermes. Et il y a même l'Union européenne qui a fait déjà des déclarations mais qui ne sont pas fermes.
Et nous avons essayé de rencontrer ici la Commission de l'Union européenne plus de 2 fois. Nous avons déposé un mémorandum. Nous sommes en train de voir la situation. La France, récemment, il y a le ministère des Affaires étrangères qui s'est prononcé sur la situation de la Guinée. Aux États-Unis, la même chose. Donc on s'est dit, le monde est en train de quand même suivre l'actualité en Guinée. Mais nous attendons beaucoup plus que ça, parce que avec plus de 135 morts, je pense que la communauté internationale doit prendre des dispositions et surtout envoyer une force d'interposition en Guinée pour sauver la communauté Peul. C'est ça la vérité. Et il suffit juste d'aller voir les informations sur les sites et vous allez voir tout ce qui se passe là-bas. C'est du génocide. C'est du génocide. Il n'y a rien à dire. Il faut que la communauté internationale vienne mettre fin à ça pour nous permettre de continuer la lutte démocratique. Mon problème avec les Africains, c'est ça. C'est que on a des problèmes politiques chez nous et on attend que la communauté internationale vienne régler nos problèmes. Ben oui, parce qu'il y a des dirigeants qui ne veulent pas respecter les lois, ne veulent pas respecter la Constitution. Aujourd'hui, le peuple est en train de faire son mieux. Nous sortons dans la rue, c'est tout ce qu'on peut faire. On ne peut pas prendre les armes comme ça. On n'a même pas les moyens. Et c'est même pas ça la mission du FNDC, prendre les armes. Mais là où nous sommes comme ça, si ça continue comme ça, les jeunes sont prêts à prendre des armes. Les militaires sont... Donc c'est pourquoi nous interpellons la communauté internationale, parce que si les populations demandent des armes, qui fournit des armes, c'est la communauté internationale. C'est la communauté internationale qui peut dire au pouvoir en place d'arrêter. Vous savez, en Afrique, les présidents africains... Donc ce qu'il faut combattre, c'est la communauté internationale. C'est d'abord le système en Guinée. Ou c'est Alpha Condé? Je ne comprends pas tellement. C'est Alpha Condé. Okay. C'est Alpha Condé, mais nous voulons que la communauté internationale respecte ses engagements. Parce que la CEDEAO a plusieurs fois, il y a eu plusieurs sommets à la CEDEAO, là où tous les chefs d'État étaient d'accord de limiter les mandats à 2. Maintenant, et s'il y a eu des déclarations dans comme cette ça. Même CEDEAO, vous avez des chefs d'État qui n'ont jamais respecté ses propres mandats. Bien sûr, non, on parle des textes, c'est-à-dire on ne veut pas personnaliser ça, on ne veut pas personnaliser disons, à tel chef d'État, mais les textes qui résistent la CEDEAO, il faut quand même les respecter. Oui. Si Alpha Condé veut forcer la situation aujourd'hui pour coupler les élections, c'est parce qu'il veut respecter la charte de la CEDEAO. Sinon, il peut attendre même en fin 2020 pour le faire. Mais dans la charte de la CEDEAO, à 6 mois des élections, on ne peut pas changer une loi. Donc c'est pourquoi ils veulent se précipiter pour nous envoyer aux élections. Si vous voyez que nous on se mobilise sur le terrain, ce n'est pas parce que nous comptons entièrement sur la communauté internationale, mais la Guinée aussi est signataire de plusieurs accords. Et si nous avons signé ces accords, des fois s'il y a des guerres dans les pays, il y a l'armée guinéenne qui vient, c'est-à-dire on contribue financièrement, on envoie nos hommes, il faut que cette communauté internationale nous rende l'ascenseur au moins pour dire pourquoi nous sommes signataires de ces accords, pourquoi nous sommes membres de ces institutions. Mais c'est pour quel intérêt? Donc c'est pourquoi nous interpellons la communauté internationale. Ce n'est pas parce qu'ils vont venir déloger Alpha Condé demain. Nous voulons une alternance pacifique. Mais si ça continue comme ça, aujourd'hui, je vous assure, les jeunes sont prêts à prendre des armes. Et il n'y a pas une autre solution que ça parce qu'il faut se défendre, c'est l'autodéfense. C'est légitime défense, les vieilles. Je dis, vous allez voir, même les ambulanciers ont été tués en Guinée. Incroyable mais vrai. Une marche funèbre a été gazée à Conakry. Ils ont gazé les âmes même dans les cimetières. Donc voici les détails qu'on ne peut pas vraiment dire qu'il faut limiter ça à la Guinée. Il faut vraiment impliquer tout le monde pour que le monde sache que la lutte que nous sommes en train de mener, c'est vraiment une lutte légitime et légale. Nous sommes au XXIe siècle. Il y a une nouvelle génération qui est là, qui veut vraiment voir la Guinée comme les autres pays de la sous-région. Regardez même les pays... Il nous reste 10 minutes. On va rapidement finir sur les déclarations dernières de Damaro. Je vais vous lire un peu un extrait de ce qu'il a dit ce week-end dernier. Nous allons vous dire la cause et les raisons de l'agitation de l'opposition ces derniers temps. Je crois aussi qu'il faut comprendre quand un animal est en train de mourir, il faut quand même lui accorder le droit de s'agiter. Quand tu égorges un animal, il a le droit de s'agiter. Monsieur Barry, Monsieur Lee, pardon. Écoutez, je n'aime pas très souvent, je n'aime pas très souvent parler de Damaro, parce que moi, tout à l'heure, je regardais encore... Juste, excusez-moi de couper, je rappelle juste pour les auditeurs que Damaro, c'est l'un des députés de la mouvance présidentielle, du RPG Arc-en-Ciel, parti au pouvoir actuel. Qui a été responsable du groupe parlementaire de la mouvance. C'est vraiment très honteux d'entendre M. Damaro, qui est à moitié américain, à moitié guinéen, avoir des déclarations incendiaires comme ça, parce que tout simplement Damaro n'a aucune autre connaissance
n'a aucune autre valeur ajoutée dans son parti. Donc vous pensez comme les grandes gueules que si jamais il y a une manifestation et que ça pète, Non, mais- Damaro comme il est américain, il va partir aux États-Unis. Absolument. et- Damaro, Damaro, il est en Guinée, pourquoi? Parce qu'il a plus de 100 camions qui nous rapportent plus de 100 000 $ par jour, des camions qui font le transport de la bauxite. Hmm. Vous comprenez? Bon, Donc c'est pas mafieux. des personnes comme ça qui apportent la mafia en Guinée, des personnes comme ça qui n'ont aucune vision, si ce n'est pas l'ethnostratégie, des personnes qui ont appartenu à tous les coups tordus de la Guinée. Il faut le rappeler, Damaro, il était impliqué en 1985 dans le coup d'État de Diarra Traoré, qui était le premier premier ministre du général Lansana Conté, du CMRN, qui est arrivé au pouvoir en 1984 suite au décès du président Sékou Touré. Donc, une personne comme ça n'a aucune crédibilité. Laissez une personne comme ça avoir le micro Mais au nom du certains parti pourraient au dire aussi pouvoir. de Cellou Dalein qu'il n'a aucune crédibilité. Il a été Premier ministre, Oui, soit Lansana Conté aussi. Qu'est-ce qui est reproché aujourd'hui à M. Cellou Dalein? Vous savez, je préfère celui, au moins, qu'on accuse de prédation économique à celui qui tente de manipuler les ethnies, essayer de se baser sur l'ethnostratégie parce que cela va nous amener tout droit vers une guerre civile. On est dans un pays où la majorité des personnes, je vous le dis et je le répète, ne comprennent pas exactement les réalités politiques. Quand vous venez dire, quand vous vous adressez à des Konyankés pour leur dire vous êtes essentiellement les chauffeurs de Magbana, les propriétaires de Magbana, les véhicules, des véhicules de transport, de taxi, et que vos véhicules ont été incendiés, ce sont les Peuls qui l'ont fait, vous devez maintenant protéger vos biens. C'est inciter à l'opposition ethnique. Et l'opposition ethnique nous rappelle ce qui s'est passé au Rwanda. Ça nous rappelle le sud et le nord en Côte d'Ivoire. Ça nous rappelle que des mauvais souvenirs. Nous devons nous ressaisir. Voir qu'une telle personne, au sein du RPG, parti au pouvoir, parler sans que ce parti ne se lève pour le sanctionner, je dis, M. Alpha Condé n'a plus rien à montrer, n'a plus rien à donner à la Guinée que de manipuler, de diviser, puisqu'il n'a pas su être le Mandela qu'il voulait être, puisqu'il a vu que son échec, il est là, et il n'a plus rien. Aucun héritage, parce que celui qui veut se maintenir au pouvoir, c'est qu'il n'a aucun héritage à laisser aux nouvelles générations. Donc, il cautionne cela. C'est lui-même qui envoie M. Damaro, parce que lui-même, il se base sur ça pour rester au pouvoir, parce qu'aujourd'hui, il est en difficulté. Il essaye de dire que ce sont les Peuls qui sont contre les Malinqués. C'est absolument faux, c'est du pipeau. Voilà. On va terminer rapidement avec M. Baldé. Je continue sur l'analyse de M. Ly. Alpha Condé est connu quand même comme l'opposant historique. Comment se fait-il qu'en Afrique, on ait des opposants historiques qui arrivent au pouvoir? Ça suscite l'espoir de tout un peuple, et puis ça s'avère 10 ans après assez décevant. Malheureusement, c'est comme ça, quand ils arrivent une fois au pouvoir, ils sont mangés par le système. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a un système qui est là en place. Ou peut-être qu'ils étaient déjà dans le système. Qu'ils étaient déjà dans le système, et ils venaient de dire tout de suite qu'en démocratie, il y a deux partis. C'est le système et le peuple. Bon, si tu vois aujourd'hui au sein du FNDC, il y a aujourd'hui des membres du FNDC, ils ne vont pas me contredire, qui y étaient dans le système, qui ont battu campagne pour changer des constitutions. Je ne vais pas ici rester à indiquer certaines personnes, mais je vais m'arrêter là, à ce niveau, et aussi bondir sur la question que mon frère ici, vous venez de dire tout de suite, sur l'envoi des forces d'interposition extérieures. Je vais lui dire encore que ça, c'est très mauvais pour un pays, parce qu'on a eu l'exemple au Congo, on a eu l'exemple au Mali aujourd'hui, où les populations sont en train de réclamer le départ de ces forces d'interposition. Donc, il ne faut pas oublier tous ces détails-là. Et puis, allez, et moi, je pense aussi, je vais terminer très rapidement, je pense que s'il y a quelque chose sur quoi débattre au-dessus de tout ça, il faut parler vraiment du bilan. Quel est le résultat que le président Alpha Condé a eu à faire pendant ces 10 ans de mandat? Merci monsieur, malheureusement on doit arrêter maintenant. Si vous étiez venu à l'heure, ça je vous le reproche en direct, on aurait eu le temps d'aller plus en détail, mais bon, ça sera pour une prochaine fois. Je peux simplement dire que... Non, malheureusement on n'a plus le temps, je dois couper si, je veux dire, le temps, la radio c'est le temps. Merci à vous d'être venu, merci monsieur Chérif Ly.
Merci Alpha Baldé et merci Moudjita Bamari de nous avoir rejoints pour cette émission consacrée à la crise politique en Guinée. Voilà, je vous rends l'antenne avant que la technique ne m'assassine. T'inquiète.